Habib Bourguiba célèbre le premier anniversaire de l'indépendance de la Tunisie. À ses côtés, un vieux monsieur distingué, le B, est éclipsé par la présence de celui que l'on appelle le combattant suprême. La France a délégué François Mitterrand, le Maroc Sibekaï et les États-Unis le vice-président Nixon, pour assister au défilé qui manifeste la pleine souveraineté de l'État. Garde nationale, armée, jeunesse patriote, avec un contingent féminin qui rappelle que Bourguiba est le premier et encore le seul leader arabe à avoir libéré les femmes. La Tunisie est toujours une monarchie, mais l'attitude altière de Bourguiba, comme l'effacement du bey, souverain en titre, laisse deviner que la fin du régime et l'avènement de la République sont proches. Ainsi, l'histoire de l'indépendance n'est pas seulement celle d'une conquête arrachée à la France, mais aussi celle d'une révolution, édifiant un État moderne sur les décombres du passé et contre ceux qui se sont opposés au principal acteur de ce bloc de transformation radicale. Lorsque Armand Fallières rend visite au Bénasseur, la fiction d'une égalité entre le bonasse président français et le possesseur de la régence de Tunis ne trompe personne. La France exerce depuis déjà 30 ans un protectorat qui lui assure une domination absolue. Et le cortège officiel traverse une ville nouvelle qui ressemble à ses sœurs jumelles de l'autre bord de la Méditerranée. À Tunis, on sentait la discrimination, surtout la présence d'une force maléfique et déséquilibrante. Quand j'allais au lycée Carnot, alors là je traversais un quartier où il n'y avait presque pas de gens comme moi, d'arabes. Moi je portais ma petite chachia, ma gandoura, etc. J'allais au lycée Carnot et je ne voyais pas de Tunisiens, je ne voyais pas d'arabes. Les quartiers européens étaient des quartiers nettement mieux entretenus et les quartiers de la Médina, où j'habitais, c'était des quartiers plutôt abandonnés. On était différents et discriminés en faveur des autres. Le patrimoine architectural n'a pas échappé à la prédation étrangère, qui arrange non sans charme des constructions de fantaisie pour un rêve colonial où le pays réel n'existe plus. La Tunisie est ailleurs, asservie, folklorisée et encore silencieuse. À moins qu'il ne s'agisse du bled, que les entrepreneurs et les colons ne voient qu'à travers le prisme d'une exploitation dépourvue d'état d'âme. Il y avait cet immense machin qui s'appelait le bled. Ce bled qui commençait à la périphérie de Tunis, un bled indistinct avec des gens indistincts. Figurant à Tunis, fantôme dans le bled. On disait simplement... Ils ne mangent pas, famine. Titre dans les journaux. Sans disposer d'autant de ressources naturelles que ses voisins, la Tunisie offrait de larges capacités de mise en valeur à la puissance protectrice, qui s'y est consacrée efficacement, mais avec l'objectif essentiel de servir ses intérêts. Les colons se sont partagés la plupart des terres, en usant de cynisme juridique, et ont érigé de grands domaines agricoles où ils pensent pouvoir vivre éternellement, faute d'avoir lu « Autant en emporte le vent ». On vivait dans une situation de soumission. On avait pratiquement accepté l'état de fait. Personne ne pensait à cette époque-là que la France pouvait quitter la Tunisie un jour. Les gens disaient « Comment voulez-vous qu'on puisse attaquer, qu'on puisse détruire une montagne avec un marteau ?» C'était la comparaison, n'est-ce pas? Pourtant, dès le début du XXe siècle, à Tunis, autour de la mosquée de la Zitouna, des cercles de jeunes lettrés analysent les travers du régime du protectorat. La Tunisie était un État avec une constitution, un gouvernement, une administration avant son instauration. Faible et criblé de dettes, certes, mais en plein processus de réforme. Il n'en reste plus que la défroque bellicale. En publiant La Tunisie martyre, Abdelaziz Talbi rassemble alors autour de lui le groupement des jeunes Tunisiens. Amorce du parti de la Constitution, le Destour, fondé en 1920.
Les Français affectent de respecter l'islam, mais ils l'ignorent et en ressentent une crainte plus ou moins avouée. Or, la société tunisienne est imprégnée de la foi musulmane. Un projet d'immatriculation foncière au cimetière du Gélaz à Tunis déclenche le premier incident sanglant. Une foule s'ameute, la troupe tire, on ramasse de nombreux morts et des présumés meneurs sont arrêtés. Lors du procès où comparaissent même des enfants, il s'agit de faire un exemple. 7 condamnations à mort, de lourdes peines de prison. Protégez-nous de nos protecteurs, crient les familles des condamnés. La colonie est surtout faite d'expatriés modestes qui se réservent notamment les emplois de traminaux. Pour les Tunisiens, tâches subalternes et salaires misérables. Les pauvres exploitent les plus pauvres qui finissent par se révolter. Il n'y a qu'un pas de la tension à l'émeute et le sang coule à nouveau. Le lycée Sadiki forme l'élite des écoliers tunisiens. Ultime rejeton d'un petit notable de Monastir, Habib Bourguiba en serait le petit chose, déraciné parmi les filles de famille, s'il n'était si bûcheur et si pétillant d'intelligence. Il avait appris la langue, la Racine, la Molière, la culture, l'histoire et la passion pour le mot liberté qu'il a appris en français. Il était très marqué par l'épopée de la Révolution française et avec ses hauts et ses bas qui ont suivi. Mais c'est devenu passionné avec l'âge adulte, la maturité. Pendant la période d'affrontement, il souffrait. Il disait, est-ce que je n'ai pas fait une erreur de tomber amoureux de cette culture? Mais non, il a persévéré. Le cardinal Lavigerie brandit la croix en face de la Médina de Tunis et la République des bouffeurs de curés se sanctifie à Carthage, où le congrès eucharistique fait défiler un pieux carnaval de prélats, d'enfants de Marie et de faux croisés. Maître Bourguiba, inscrit au barreau de Tunis après de brillantes études à Paris, dénonce cette mascarade en terre d'islam dans la presse du Destour. La crise des années 30 ronge l'économie du protectorat, mais ce sont les artisans et les paysans tunisiens qui trinquent le plus. La valeur de leurs produits s'effondre, tandis que les groupes de pression des colons préservent les cours qui les concernent. La misère bat les campagnes et jette des bataillons de petits mendiants dans les villes, gibier de servitude et d'abject trafic. Marié à une Française et père d'un petit garçon, Habib Bourguiba consacre de plus en plus de temps à militer contre la machine aliénante du protectorat. Mon père avait le don de la parole d'arriver à convaincre. Le mouvement des citoyens était un mouvement de salon d'une certaine élite qui parlait un arabe très châtié. Et l'innovation qu'il a faite à la Révolution, ça a été de s'adresser au peuple dans son langage, dans le dialecte tunisien. Ce qui a fait que ça a tout de suite fait boule de neige. Le Destour lui paraît trop timoré, prisonnier de ses origines bourgeoises. Au congrès de Xarelal, il provoque la scission du parti et emmène avec lui dans le néo-Destour de jeunes intellectuels formés à l'école française et des pauvres gens ruinés par la crise. Son camarade Ben Youssef l'appuie en toutes circonstances. La nouvelle formation inquiète les Français, les arrestations commencent. À l'époque, en 1934, j'avais 10 ans et mon oncle venait d'être arrêté avec Bourguiba et Matri et Sfar, etc. et était déporté à Bourg-le-Bœuf. À la maison, j'ai trouvé ma grand-mère, ma mère, mes tantes en pleurs et ça m'a impressionné. Nous avons passé une journée assez épouvantable parce que tout le monde était affolé. C'est mon premier souvenir. Et c'est une empreinte un petit peu qui m'est restée pour me sensibiliser sur le problème qu'avait mon pays avec, n'est-ce pas, sa situation politique. Le résident général Pérouton, réactionnaire fascisant et habile manœuvrier, utilise ses 2 mains lourdes, l'une pour garrotter et l'autre pour corrompre. Et puis qui connaît le nom de Bourguiba, loin du fortin saharien où il l'a fait enfermer?